mesdames et messieurs, nous sommes avec M. Seri Niamé, Modeste, pour l'acte 2 de notre interview 52 minutes. Alors, dites-nous franchement, qu'est-ce qu'un banquier comme vous était censé faire près d'un putschiste comme IB? Responsable d'une organisation qui parle de paix, Diaspora et Jeunesse de Côte d'Ivoire, nous sommes allés rencontrer Ibrahim de la même façon que nous sommes allés vers les membres de la société civile ivoirienne, les acteurs politiques ivoiriens, tout aussi que la communauté internationale. Ibrahim Koulibaly étant un acteur important dans la crise ivoirienne, et compte tenu du fait que notre objectif c'était absolument la paix, il fallait aller vers tout le monde, qu'il soit civil ou militaire. Et Ibrahim Koulibaly étant un frère, il fallait pour nous l'intégrer dans le processus de paix pour que la Côte d'Ivoire retrouve la paix. Qu'il soit militaire, qu'il soit civil, la fonction de la personne ne nous intéressait pas. Et plus important, cet homme, Ibrahim, est présenté comme le leader de la rébellion ivoirienne. Il était primordial de le rencontrer pour pouvoir discuter du retour de la paix en Côte d'Ivoire, le rapprocher du pouvoir central d'Abidjan, représenté par le président Laurent Gbagbo, et le Premier ministre Soro Guillaume, après les accords de Ouagadougou et la flamme de la paix à Bouaké, il fallait que tous les acteurs soient engagés dans le processus de paix. Mais généralement, la plupart des gens se disent que c'est parce que vous avez dit que vous avez pensé que IB a été un ami de longue date, c'est un ami d'enfance. Alors donc vous vous êtes dit certainement que si mon ami d'enfance a pu être à la tête d'une rébellion, alors je peux peut-être me joindre à lui, peut-être pour faire d'une pierre deux coups. Les uns et les autres peuvent le penser. Modeste Seri qui connaît Ibrahim Koulibaly depuis les années 90, Ibrahim a été l'un des acteurs importants du changement en Côte d'Ivoire en 99. Et ce changement, la chute du président du PDCI, s'est passé sans effusion de sang. Et il y a eu une transition dirigée par le général Gueye. Si Modeste Seri, qui était aux États-Unis, avait vraiment l'intention de participer à une gouvernance sous la responsabilité d'homme en armes, il serait rentré en Côte d'Ivoire depuis les années 99 ou 2000 pour participer à la gestion du pays. Mais non, nous sommes restés là où nous étions, aux États-Unis, dans le cadre de notre propre fonction, de notre propre carrière, notre famille y vit, et la situation s'étant dégradée davantage en 2002, nous nous sommes engagés dans la promotion de la paix, et c'est dans ce sens que nous sommes allés vers Ibrahim Koulibaly. Pas parce que Ibrahim Koulibaly est faiseur de roi, faiseur de président, faiseur... Nous savons que c'est le coup d'État de 1999 qui a dû permettre à certains d'arriver au pouvoir, tels que le FPI et par la suite le RDR, RHDP aujourd'hui. Mais non, nous ne sommes pas allés vers Ibrahim Koulibaly pour faire de nous rois. Nous pensons avoir les aptitudes nécessaires pour arriver un jour au pouvoir, si cela devrait faire partie de notre destin, sans les armes, sans la violence. Nous sommes suffisamment aptes, nous avons les aptitudes nécessaires. Nous n'avons pas besoin de violence, de créer la désolation pour pouvoir y parvenir. Voilà ce que je peux dire. Et on se rappelle que vous êtes rendu vous-même à la DST, et de la DST, vous avez été conduit à la MACA. Et après presque 1 an ou 2 ans à la MACA, vous êtes retrouvé subitement au Ghana. Oui. L'épisode de la fausse accusation de tentative de coup d'État sur vidéo, lorsque les éléments ont été rendus publics, nous nous sommes rendus volontairement à la DST, mais en prenant quelques dispositions sécuritaires. La communauté internationale étant massivement présente, nous l'avons approché. L'ONUCI, certaines représentations diplomatiques, quelques mesures de sécurité, nous nous sommes rendus sous escorte de ces responsables à la DST pour une raison de sécurité, puisque les escadrons de la mort
vous en savez quelque chose en Côte d'Ivoire. Tout le monde en parle. Hein, il y a des escadrons de la mort, il y a des menaces partout. Il fallait prendre ces dispositions. Nous nous sommes rendus à la DST, ils ont décidé de nous garder. Et ça a été un épisode vraiment malheureux. Très malheureux, parce que pendant que nous étions à la DST, nous ne savons pas comment certains éléments de la DST ont obtenu le contact téléphonique de mon épouse. Votre épouse, c'est Kadiwassa, c'est des... Oui, Kadiwassa, le top modèle Kadiwassa, oui. Ils ont obtenu par leur propre manœuvre le contact pour pouvoir tenter de lui extorquer de l'argent. Elle a été contactée au téléphone. Votre mari est pratiquement mourant. On l'a battu jusqu'à mort. Donnez-nous de l'argent si vous ne voulez pas qu'il meure. Mais non, c'était pour éviter ce genre de situation malencontreuse, désastreuse, que nous avons pris certaines dispositions sécuritaires avant de nous rendre à la DST, qui est quand même la police politique du pays. Nous savions ce que nous faisions parce que nous ne nous reprochions rien, mais il fallait prendre un minimum de dispositions avant d'arriver à la DST. Et de la DST, vous vous retrouvez à la Maca? De la DST, on nous a fait croire, oui, monsieur Seri, vous êtes venu, vous avez donné votre point de vue, les explications, les raisons et les conditions dans lesquelles vous vous êtes retrouvé avec Ibrahim Koulibaly. Signez là, vous rentrez chez vous à la maison. Pour dire quoi? Nous avons été trompés. Voilà. Et c'est bien malheureux. On ne nous a même pas permis d'avoir accès à une défense, c'est-à-dire un avocat pour nous défendre. Il fallait que nous nous défendions nous-mêmes. Voilà comment on abuse des Ivoiriens dans les locaux de cette police politique, la DST. Et malheureusement, j'ai le sentiment que les choses n'ont pas changé, malgré le changement des régimes. Les droits des détenus ou des suspects sont continuellement abusés, mais par la suite, nous sommes brièvement passés par le tribunal. Nous n'avons même pas vu de juge. On nous a dit, vous allez à la Maca, mandat de dépôt. Nous y sommes allés. Et là, vous avez passé juste 2 ans. Nous avons passé 16 longs mois à la Maca. Et de la Maca, vous vous retrouvez au Ghana? Je vous ai dit qu'à la Maca, nous y avons été conduits et tout le monde connaît les conditions désastreuses des détentions. Voilà. Et au bout de 16 longs mois, nous n'avons jamais eu l'occasion de passer au tribunal à un procès. C'est que nous demandions, parce que depuis le départ, nous ne nous reprochions rien. Le procès n'a jamais eu lieu. 16 mois plus tard, le ministre français de la coopération, M. Jouandé, rend visite à la Côte d'Ivoire au président Gbagbo et je crois qu'il y a eu des tractations et à l'issue de ces tractations, une liberté est accordée à Jean-Paul Né. À partir de cet instant, Jean-Paul Né, qui était l'élément clé du dossier, il va être relâché. On veut relâcher un Français et on laisse les Africains qui ont décidé de ne pas prendre aussi de nationalité occidentale en prison. Seri aurait pu prendre la nationalité américaine et bénéficier du même traitement que Jean-Paul Né. Les autorités diplomatiques américaines seraient venues dire « Remettez-nous notre citoyen, il nous a vus, il nous a dit qu'il n'a rien fait, c'est un acteur de paix, laissez-le. » Non, nous avons décidé de garder la nationalité ivoirienne à titre exclusif, bien que notre famille, femmes et enfants, soient de nationalité américaine. Pour en venir à la question des conditions même de libération avant de nous retrouver au Ghana, j'en viendrai. Donc, on veut libérer Jean-Paul Né, on laisse les Africains là-bas, nous nous sommes mobilisés, les autres détenus, dans le cadre du dossier Noël Abidjan, pour dire non, on nous libère tous ensemble, ou bien nous restons là pour qu'il y ait procès. En fin de compte, après les tractations, nous avons obtenu la liberté et nous sommes sortis le même jour avec Jean-Paul Né. Les images l'attestent éloquemment et c'était le 6 mai, je crois bien, 2009. Maintenant, nous sommes libérés. Nous décidons de rester sur place en Côte d'Ivoire
pour donner l'opportunité aux autorités ivoiriennes d'organiser leur procès, parce que nous n'avons jamais été fugitifs, on ne nous recherchait pas, mais puisque nous étions visibles sur la vidéo avec le frère Ibrahim Koulibaly, nous nous sommes présentés volontairement. Le procès n'a jamais eu lieu, nous bénéficions d'une liberté, nous restons sur place à Abidjan, mais les élections s'annonçant, élections dont nous avons toujours parlé pendant plusieurs années, les déclarations de Diaspora et Jeunesse de Côte d'Ivoire l'attestent suffisamment, nous avons dit des élections en Côte d'Ivoire seraient une situation dangereuse. La guerre civile latente risquait de se généraliser. Devant donc cette situation confuse qui se présentait, qui se rapprochait, le 25 octobre 2010, quelques jours avant le premier tour des élections présidentielles, nous avons décidé de venir au Ghana le temps que les acteurs politiques ivoiriens terminent leur théâtre, leur cirque, parce que pour nous, ce n'était pas des élections, mais une déclaration de guerre, ou du moins l'aboutissement de la tentative de coup d'État de 2002 qui devait se dérouler. Mais est-ce qu'en temps vous étiez informé qu'il aussi était au Ghana? Je me retrouve donc au Ghana. Ibrahim, depuis très longtemps, pendant que nous étions en prison, nous avons appris qu'Ibrahim de Cotonou s'était retrouvé au Ghana. Nous ne sommes pas venus au Ghana retrouver Ibrahim Koulibaly. D'autant plus que tout le temps de notre détention, il n'a jamais tenté de nous contacter. Nous étions dans les liens de la détention. Nous sommes sortis pour pouvoir aplanir certaines inquiétudes, certainement à son niveau, parce que lors de nos déclarations, nous avons dit à la DST que pour croire en un coup d'État sur vidéo, il fallait avoir un quotient intellectuel très bas. Donc, pour pouvoir rassurer Ibrahim Koulibaly à la sortie de notre détention, nous avons tenté de le rencontrer, de le contacter pour pouvoir le séréniser. Voilà. Malheureusement, il n'était plus favorable et il faut reconnaître, je suis bêté, comme Gbagbo. Ibrahim Koulibaly est du Nord, il est malinqué. Et le tribalisme aidant, il n'a pas cru depuis le départ que Modeste Seri était un acteur de paix désintéressé, qui n'est pas tribaliste et qui est prêt à aller vers tous les enfants de Côte d'Ivoire sans tenir compte de leur ethnie pour pouvoir ramener tout le monde sur la table de discussion pour que la tranquillité revienne. Donc Ibrahim était inquiet, il se demandait mais comment ça se fait? Voilà un pays où il s'entretue, Modeste Seri rentre en prison, il sort libre. Est-ce qu'il n'y a pas une combine entre Seri et le camp Gbagbo? Ce qui n'a jamais été. Il ne peut pas essayer un peu méfier de vous lorsque vous êtes tenté de rencontrer au Ghana? Ben certainement, s'il a été méfiant, ce doit être la raison. Le tribalisme aidant, en Côte d'Ivoire, les gens... Mais quel était votre objectif en tentant encore de le revoir au Ghana? En tentant de le revoir au Ghana, je fais la prison parce que je l'ai retrouvé à Cotonou. Je sors de prison. Ibrahim a pour statut chef de guerre, chef rebelle. Moi, je suis un civil. Même le président Gbagbo, je vais vous dire, pendant que j'étais en détention, j'ai continué mes démarches pour le rencontrer pour la paix, pour le rassurer. Pendant que j'étais derrière les barreaux, je croyais toujours qu'il y avait une possibilité de rapprocher Ibrahim Koulibaly du président Laurent Gbagbo. Tout ça dans le cadre de la paix. Voilà. Pourquoi avoir tenté de rencontrer Ibrahim Koulibaly après ma libération? C'est ce que je vous dis. Lorsque vous menez des actions de paix, que vous vous retrouvez, je suis allé rencontrer Ibrahim Koulibaly à Cotonou, j'étais au bon endroit avec mon frère Ibrahim Koulibaly, mais au mauvais moment. Donc, surtout avec cette phrase, le fruit est mûr, il faut cette phrase venait bien sûr de vous. Elle revient, cette phrase, tout le temps. Le fruit est mûr. Je vous ai dit, je suis arrivé à Cotonou, je me retrouve avec le chef rebelle Ibrahim Koulibaly. Je me retrouve avec le chef rebelle Ibrahim Koulibaly
avec d'autres personnes qui ont un discours qui invite à beaucoup d'interrogations, mais tout ça sur vidéo, au-delà de la banalisation, parce que je me disais non, ça ne peut pas être sérieux, ce dont il parle. Puisqu'il y avait confusion entre faire un documentaire pour marquer la participation d'Ibrahim Coulibaly à la dynamique des changements en Côte d'Ivoire. En 1999, il a été l'un des acteurs importants dans le changement populaire qu'il y a eu sans effusion de sang. Je me retrouve là et un discours est tenu et j'essaie d'interpeller l'un de ses collaborateurs directs. Je vous ai dit la dernière fois, dans ma chambre, je l'appelle, on s'entretient. L'un des acteurs, il vient, il fait tout le bruit qu'il faut à ma porte, on l'ouvre et il menace. Qui êtes-vous? Qu'êtes-vous venu chercher? Et quelle est votre motivation? Sur cette base, je ne pouvais que accompagner le discours qu'il tenait. Et c'est peut-être dans ce cadre que cette phrase est partie. Oui, le fruit est mûr. Ok. Voilà. Mais on revient encore à cette question d'Ibrahim Coulibaly sur le Ghana. Vous l'avez rencontré à quelques jours avant qu'il n'aille mourir en Côte d'Ivoire. Ben donc, j'arrive au Ghana en octobre 2010. Depuis la Côte d'Ivoire, j'essaie de le contacter, il ne réagit pas. J'arrive au Ghana en octobre 2010, j'essaie de le relancer, je l'informe que je suis sur place au Ghana. Il faut que la discussion que nous avons commencée de la consolidation du processus de paix se poursuive. Il faut que cette discussion ait lieu, de sorte que mon emprisonnement ne soit pas inutile. Il fallait que j'arrive à faire rentrer Ibrahim Coulibaly en Côte d'Ivoire pour la consolidation du processus de paix, surtout que Soro Guillaume, son collaborateur direct, a été nommé Premier ministre par le président Laurent Gbagbo. Est-ce que vous avez l'impression qu'il vous a suivi? Ibrahim, il ne réagit pas et c'est pratiquement à 1 ou 2 jours de son départ en Côte d'Ivoire, c'est en février, je crois qu'il a dû me recevoir le 18 ou le 19 février 2011, c'est là qu'il accepte de me recevoir. Nous nous retrouvons et c'est comme ça, dans la causerie, il a dit qu'il aurait rencontré certains émissaires du président Gbagbo. Moi, je suis tombé des nues. Je dis, mais je fais la prison pour vous rapprocher et vous vous rencontrez derrière moi. Quelle est cette combine? L'essentiel, si vous pouvez arriver à vous entendre pour la paix, c'est ce qui intéresse la Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup qui ont perdu leur vie, qui ont tout perdu. Moi, j'ai perdu pratiquement 2 ans. Il m'a dit, frère, je voyage, on ne pourra pas se voir longtemps. Mais est-ce que vous avez dit qu'il partait sur la Côte d'Ivoire? Ibrahim Coulibaly ne m'a jamais dit qu'il partait sur la Côte d'Ivoire. Mais si vous avez dit qu'il allait en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous lui auriez dit? Mais si Ibrahim m'avait dit, en février 2011, pendant que la Côte d'Ivoire, qui venait de connaître des élections, je dirais calamiteuses, parce que des élections à l'issue desquelles, d'abord sans désarmement, à l'issue desquelles les 2 candidats se déclarent vainqueurs, il y a problème. Et d'ailleurs, les affrontements avaient déjà commencé, que ce soit à Bobo, que ce soit sur l'ensemble du territoire. Ibrahim m'aurait dit, mon frère, je rentre à Abidjan, que je lui aurais dit, non, ne le fais pas. Si ceux qui hier, tu as créé une dynamique pour pouvoir lutter pour la reconnaissance des droits de tous les citoyens devant la loi, tu as été exclu par une partie de tes amis qui avaient certainement des objectifs de braquage, parce que tout le monde le reconnaît, dès le départ, je ne pense pas que les violations des droits de l'homme étaient dans la même proportion que ce qui a suivi l'absence d'Ibrahim, le départ d'Ibrahim de la rébellion. Je ne suis pas en train de justifier qui que ce soit, mais je dis qu'il fallait qu'Ibrahim écoute notre proposition pour le retour de la paix en Côte d'Ivoire. Si vous avez écouté, il serait encore certainement en vie. Ben, je ne suis pas Messie. Seul Dieu connaît le destin de chacun. Peut-être il aurait écouté, il m'aurait même informé, simplement que
il rentre en Côte d'Ivoire, que je lui aurais expliqué les risques qu'il courait. Tu ne peux pas avoir créé une dynamique, avoir été exclu, avoir passé près de 10 ans dans le désert, et ceux qui t'ont exclu se retrouvent face à votre ennemi commun, et tu vas te jeter dans la gueule de loup. Et encore, sa rencontre avec certains collaborateurs du président Gbagbo m'invite à beaucoup d'interrogations. Le conseiller, je crois bien, spirituel de Gbagbo, M. Koré Moïse, il m'a dit, Koré Moïse l'aurait rencontré quelque part à Cotonou, je crois au Togo. Et ils ont discuté de quoi, il ne me l'a jamais dit. Et voilà comment mon frère m'a dit qu'il allait en voyage sans toutefois m'informer qu'il partait, qu'il retournait en Côte d'Ivoire. C'est plus tard que je l'ai su dans la presse comme tout le monde. Et là, comme ça, vous avez appris sa mort. Et quel effet est-ce que ça vous a fait? Ben, la mort d'Ibrahim Koulibaly perd son âme. La mort de tous ceux qui, de par ses actions, est arrivé, perd l'âme de toutes ces victimes d'Ibrahim Koulibaly. Et c'est pour ça que j'ai l'habitude de dire que le changement, on peut le faire. Mais celui qui croit que c'est par la violence qu'on peut obtenir le changement se retrouve être un insensé. Parce qu'en voulant changer une situation de frustration par la violence, on finit par créer des frustrations. Il fallait discuter de façon dynamique, de façon responsable, en toute transparence, rassurer tous les acteurs et nous autres, promoteurs de la paix. Voilà notre motivation. Il y a une de vos photos qui paraît un peu problématique. Je veux parler de votre photo avec Colin Powell, qui était considéré à l'époque comme le ministre de la Défense de cette superpuissance des États-Unis. On sait que Colin Powell a été l'instigateur ou bien un des éléments clés de la guerre en Irak. On a dû appeler à l'époque tempête du désert. Est-ce que vous n'avez pas, ou bien peut-être la guerre du Golfe, est-ce que vous ne croyez pas que certainement au niveau du pouvoir d'Abidjan, on ne se disait pas que M. Sérita est quelqu'un encore qui préparait peut-être la guerre du Golfe de Guinée? Mais ma rencontre avec Colin Powell, le secrétaire d'État, il n'était pas ministre de la Défense, il était secrétaire d'État du président George Bush de 2000 à 2004. Je l'ai rencontré dans le cadre de la recherche de la paix. Secrétaire d'État, ça veut dire ministre des Affaires étrangères des États-Unis. Et dans cette position, il était l'interlocuteur indiqué pour discuter de la situation difficile que vivait la Côte d'Ivoire. Nous sommes donc allés à Washington par l'aide de certaines personnes, nous les remercions au passage, pour rencontrer le secrétaire d'État. Ce n'est pas facile, mais ça a été une chance, nous dirions, pour nous et certainement pour la Côte d'Ivoire, pour les actions que nous menons. Et donc, nous nous sommes retrouvés avec lui à Washington. C'était d'ailleurs un dîner. Nous avons profité pour pouvoir présenter la question ivoirienne. La Côte d'Ivoire faisant partie du monde, il fallait que les États-Unis s'intéressent à la situation d'instabilité qui commençait à s'enliser en Côte d'Ivoire. Et nous étions le 6 novembre 2006, une date historique, car à la même date, c'était la désolation à Abidjan. Les aéronefs de défense nationale venaient d'être détruits par la force française, constituant une force d'interposition ou supposée jouer l'arbitre ou l'arbitrage, assurer l'arbitrage du terrain, du théâtre des opérations. Et en ce moment, il y avait un froid entre la France et les États-Unis, je crois. À cette époque, oui, je me souviens bien, si mes souvenirs sont bons,
nous avons pensé que Abidjan avait là l'opportunité de présenter le parti pris flagrant de Paris dans la crise. Et nous avons dit, et nous continuons de dire, que le pouvoir FPI, à la tête duquel se trouve le président Gbagbo à cette époque, n'a pas été à la hauteur. En matière diplomatique? En matière diplomatique, dans le domaine des relations internationales. Mais pourtant, le pouvoir des refondateurs. Pourtant, dans la réalité, ils sont entourés de relationnistes comme les Paliao André, de docteurs. Il y a la théorie. Il y a des docteurs en relations internationales, mais qui n'ont aucune relation. Il y a les connaissances livresques et il y a la réalité de la vie. L'interaction avec les décideurs de ce monde. Et donc, lorsque nous avons rencontré Colin Powell, et surtout que le pays était dans une situation vraiment terrible, nous n'avons pas manqué de lui demander de façon directe, s'il vous plaît, appelez Paris, c'était Jacques Chirac qui était président à cette époque, contactez Jacques Chirac et dites-lui de laisser le président Gbagbo tranquille. Moi qui vous parle actuellement, qui par la suite va être accusé par le même Gbagbo de tenter un coup d'État, je me retrouve avec l'ancien général, l'ancien chef d'État-major de l'armée américaine, M. Colin Powell, le général Colin Powell. Mon pays est dans une situation de trouble. Et je lui parle de paix, plutôt que de lui dire, je suis ivoirien, je suis qualifié, prenez-moi, établissez-moi, et je ramène la paix dans ce coin du monde qui trouble la paix sociale. Je ne l'ai pas fait parce que j'estime qu'il faut avoir un respect des institutions établies. Je vais, au-delà de ça, je vais revenir à une question à laquelle je n'ai pas répondu tout à l'heure, par oubli. Comment de la Maka je me retrouve au Ghana? Mais lorsque vous sortez des prisons, qu'il y a des menaces de mort sur le terrain, j'ai connu les responsables des cafés cacao. Ils ont été détenus à la même époque. Fort heureusement, certains d'entre eux m'ont donné des conseils utiles, des conseils vitaux. Série, vous ne connaissez pas l'environnement politique et social, sécuritaire ivoirien. Lorsque vous serez libéré, soyez prudent. Même votre véhicule, ne l'utilisez pas dans les rues d'Abidjan. Soyez prudent. Et malgré ça, j'ai tenté avec certains contacts sur place à Abidjan de rencontrer après ma libération. Mais pourquoi un tel conseil? Ne croyez-vous pas que c'est une manière peut-être de dire que l'escadron de la mort était sévissant à cette époque? Non, je pense qu'au-delà des escadrons de la mort, dont personnellement j'ai fait la paternité à tous ceux qui étaient en conflit, que ce soit le FPI de Gbagbo, le RDA de Ouattara, la rébellion de Soro, les escadrons de la mort, personne n'a jamais su qui ils sont. Puisque Ouattara est au pouvoir, ça fait 10 ans, il y a eu des dégâts sous Gbagbo, où on a accusé les escadrons de la mort. L'affaire qui est faite, le président Alassane Ouattara ne l'a pas résolu et il s'en va bientôt du pouvoir, le 31 octobre. Mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire concrètement, concrètement parlant de la gouvernance de M. Ouattara pendant ces 10 ans? Ben, nous avons d'abord, pendant plusieurs années, aux États-Unis, par nos amis du FPI, nos frères d'été avoir été soupçonnés d'être RDR. Pourquoi? Parce que Série est marié à Kadi Ouassa, qui est malinqué, qui est du Nord. Et il y a eu aussi de l'autre côté des malinqués qui ont contacté mon épouse. Mais que fais-tu avec un BT pendant que Gbagbo et sa tribu tuent nos parents au pays? J'ai dit à mon épouse, n'écoute pas ces oiseaux de mauvaise augure. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Et donc, Ouattara arrive au pouvoir malgré
cette dernière question, est-ce que c'était vérifié que Gbagbo tuait vraiment les Malinké au pays? Ben ça, allez poser la question à Gbagbo et à la CPI, ainsi qu'aux juridictions compétentes. Il y avait un appareil judiciaire, moi, qui m'a détenu. Et dont les dirigeants, je pense bien, se retrouvent aujourd'hui en exil. S'ils avaient bien fait leur travail, ils ne seraient pas à l'exil. Nous autres, nous sommes en exil parce que nous faisons la promotion de la paix. Nous n'avons soutenu aucun parti au conflit. Je reviens sur un détail. Depuis les États-Unis, vous avez... donc la gouvernance, excusez-moi, vous avez posé une question sur la gouvernance du président Ouattara. Le président Ouattara qui pendant plusieurs années a crié aussi bien en Côte d'Ivoire qu'à l'extérieur qu'il était victime d'injustice, d'exclusion, d'ostracisme. Le président Ouattara est arrivé finalement au pouvoir à l'issue des élections problématiques de 2010, élections sans désarmement, dont le président Gbagbo et son gouvernement avaient donné la certification à la communauté internationale. Communauté internationale qui donne les résultats et qui déclare Ouattara vainqueur. Gbagbo s'oppose et la Côte d'Ivoire est installée dans la guerre, dans la désolation, dans la mort. Bref, pour nous, lorsque tu dis avoir été frustré, tu dis avoir été humilié, quand tu arrives au pouvoir, d'abord tu prends la parole pour dire aux Ivoiriens, à la jeunesse ivoirienne, au peuple ivoirien, moi, Ouattara, je ne suis pas venu au pouvoir pour offrir mes origines, qu'elles soient burkinabées, qu'elles soient américaines, françaises, qu'elles soient chinoises. Je suis venu offrir ma qualification, la qualité de mon talent, mon expertise. Et tu prends le pouvoir et tu le gères sans exclusion, sans chercher à lutter contre certaines tribus tout en favorisant d'autres. Et sur ce plan, nous sommes restés jusque-là sur notre fin. Le président Ouattara n'a pas offert la justice que nous attendions de lui, la victime de l'ivoirité. Nous aurions voulu que Ouattara engage un procès contre l'ivoirité, mais il a préféré s'allier à l'ivoirité, aux champions de l'ivoirité, pour exclure son ancien allié du Front républicain, Gbagbo Laurent. Et cette escroquerie a fini progressivement par le discréditer. En quoi faisant? Une guerre qui a eu lieu entre deux clans, il prend les vaincus et il va les conduire en prison. Et finalement, le procès a échoué. La CPI a déclaré qu'il n'y a aucune affaire Côte d'Ivoire à la CPI. Bref, nous aurions voulu que le président Ouattara gère la Côte d'Ivoire dans la rigueur qu'il avait affichée dans les années 90. Le technocrate qu'il a montré, même si les résultats sont restés mitigés dans les années 90, parvenant au pouvoir, il avait là l'occasion de rebondir. Parce qu'on se rend compte que M. Seri Niamé, Modeste est bêté, tout comme Laurent Gbagbo, tout comme Denyambayi, tout comme Bieka Boda. Et on a l'impression qu'un BT n'a pas été aussi compris par un autre BT dans votre tentative de pouvoir rencontrer le pouvoir. Laurent Gbagbo, je veux dire le président Gbagbo à l'époque. Ne croyez-vous pas qu'une sorte de guerre peut-être existe en sourdine entre le Seri Modeste qui a déclaré sa candidature depuis les États-Unis, bien avant 2006, et Laurent Gbagbo? Nous avons fait le constat devant le jeu obscur des différents acteurs de la classe politique traditionnelle. Pour nous, depuis très longtemps, c'est peut-être maintenant que certains le découvrent et le déclarent, Gbagbo, Bédié, Ouattara ne sont pas indispensables à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a beaucoup d'enfants. Et encore, ils ont eu la chance de jouer leur partition.
Bédié a gouverné la Côte d'Ivoire avant de devenir président, d'hériter du pouvoir à la mort du Houphouët-Boigny pour se confirmer par la suite à l'issue d'élections arrangées. Gbagbo et Ouattara, partenaires hier dans le Front républicain, Gbagbo a gouverné la Côte d'Ivoire de 2000 à 2010. Ouattara aujourd'hui à la fin de son règne. Ces trois leaders de la classe politique traditionnelle qui ont joué leur partition, qu'ils acceptent, qu'ils soient succédés par une jeune génération, mais pas celle qui s'est compromise avec eux. Oui, la nouvelle génération n'est pas une question d'âge, c'est une question de valeurs. Nous allons revenir à la question des leaders Krou, BT. Vous êtes allé dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Des leaders Krou, BT, Kragbe Nyangbe, Biaka Boda. Prématurément écarté. Personnellement, je ne pense pas que j'ai eu un problème particulier de guéguerre avec le FPI ou le président Gbagbo. Je vous ai dit que Modeste Seri a contribué à l'accession de Gbagbo Laurent au pouvoir en 2000. Je l'ai dit dans l'acte 1 de cet échange. Nous sommes aujourd'hui dans l'acte 2. Quel problème pouvais-je avoir? Mais la quiétude nationale est troublée. La Côte d'Ivoire est en guerre. Les enfants de Côte d'Ivoire s'affrontent. Je n'ai jamais eu de militantisme. Je n'ai jamais cru au militantisme tribal. Je n'étais pas au FPI parce que je suis BT. J'y étais pour les idées. Mais à partir du moment où ces idées sont galvaudées, dotées d'une capacité d'analyse et de réflexion, je m'interroge et je prends du recul. J'ai préféré me mettre dans une position de réconciliateur à travers Diaspora et Jeunesse de Côte d'Ivoire, à travers les actions de la société civile, rapprocher les positions. Que ceux de nos prédécesseurs que vous avez cités aient eu des problèmes de guerre, je ne peux me prononcer sur leur dynamique. Mais il faut reconnaître que notre pays, la Côte d'Ivoire, est victime d'impunité. Il y a une culture d'impunité en Côte d'Ivoire. Depuis le règne du PDCI d'Houphouët-Boigny jusqu'à l'orée de 2020-2021 avec le président Alassane Ouattara. Justement, que pensez-vous de l'oufoutisme? L'oufouettisme, voilà un autre concept. Je suis quelquefois peiné de constater que des septuagénaires et des octogénaires, plutôt que d'avoir une approche adaptée aux exigences de leur temps, ont toujours tendance à retourner dans l'histoire ou dans la préhistoire du pays. Houphouët-Boigny, pour nous, il fait partie de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Houphouët a gouverné la Côte d'Ivoire avec un parti politique, un parti unique. Comment pouvez-vous vous attacher à une philosophie périmée dans un environnement dynamique de multipartisme? Sur cette base, tout est faux. Il faut observer ces gens. Ils ne sont pas houphouettistes. Houphouët, c'était un dirigeant paternaliste. Même s'il y a eu des dégâts, des dérapages, aucun pouvoir n'est parfait. Mais il arrivait toujours à rattraper les choses. Voilà la Côte d'Ivoire qui, depuis 1990, est dans une dynamique de démocratisation, en commençant par le multipartisme, mais qui malheureusement jusque-là se confond à la tribalisation de la vie politique. Et ces gens-là veulent gouverner la Côte d'Ivoire comme Houphouët, dans le parti unique. Et en plus, ils sont dépassés. Il y avait deux blocs dans le temps. Les capitalistes et les communistes. Nous ne sommes plus dans cette dynamique.
Il devait travailler à la promotion de l'humanité pour sortir les populations du marasme dans lequel ils ont contribué à les installer. Ils n'ont rien d'oufouettistes et à longueur de journée, et certains parlent d'enfants légitimes et d'enfants adultérins d'oufouettes. Alors quand des vieillards qui devaient être à la retraite depuis très longtemps continuent de tenir ce genre de discours inutilement agressifs, nous sommes inquiets et nous plaignons ceux qui continuent de militer pour ces leaders. Pour nous, le moment est venu pour que la jeunesse ivoirienne, que ces leaders, par leur insistance à continuer à jouer les premiers rôles et par leur politique de courte vue, maintiennent au chômage cette jeunesse dynamique, un peu mieux qualifiée d'ailleurs par rapport au passé de la Côte d'Ivoire, aux années 60. Le temps est venu pour cette jeunesse de s'organiser pour l'avènement d'un nouveau leadership, pour prendre le flambeau. Car pour nous, la gouvernance de toute nation, de toute société, de tout groupe, est une course de relais. Le temps est venu pour que la génération Bédié, Ouattara, Gbagbo et consorts nous passe le relais. Nous sommes mieux armés à jouer pleinement le rôle qui nous revient, c'est-à-dire créer les conditions de notre vie dans cet environnement de plus en plus globalisé où la compétition est impitoyable. Est-ce que vous croyez que la société civile a une chance de pouvoir dire son mot dans cette dynamique de la politique ivoirienne? Vous voyez, je vais prendre l'exemple du président tunisien. Il n'a pas eu besoin de former un parti politique. Il est allé parler à chaque Tunisien. Il les a sensibilisés sur les limites et le niveau de corruption astronomique de la classe politique de son pays. Et c'est dans cette dynamique que nous nous inscrivons. Le temps est venu pour que devant l'échec, nous avons fait jouer tous les leaders politiques de la classe politique traditionnelle. Le FPI a joué sa partition, le PDCI, le RDR, mais le temps est venu pour que les Ivoiriens devant cet échec patent s'identifient à un leader. Mais est-ce que vous ne croyez pas que les Ivoiriens ont été trop longtemps habitués au... Le président Ouattara, il y a certains de ses collaborateurs que nous avons rencontrés en 2006. Donc, la ministre Kandia Kamara, Ali Koulibaly, l'ex-ministre de la Culture, M. Banana Maurice, au Golf Hotel. Je vous parle de 2006, à notre retour des États-Unis, après que nous ayons déclaré qu'il fallait que tous les acteurs nous rejoignent pour la promotion de la paix. Nous les avons rencontrés parce que dans la démarche de Diaspora et Jeunesse de Côte d'Ivoire, de rencontrer tous les acteurs, nous sommes également allés vers le RDR. Nous les avons rencontrés au Golf Hotel. Je dis bien en 2006, parce que les Ivoiriens aiment les amalgames. Il faut tenir compte des dates. À cette époque, pourquoi suis-je allé vers la direction du RDR? Notre objectif était de rencontrer le président Ouattara pour lui demander de se prononcer de façon directe sur les accusations de son implication dans la rébellion responsable de la désolation et de l'instabilité du pays. Nous avons donc obtenu un principe de rencontre, de réunion avec le président du RDR. Malheureusement, quelques 30 minutes avant la rencontre, quelques jours plus tard, on nous a appelés pour annuler cette rencontre. Parce que nous leur avions dit clairement que nous allions dire au président Ouattara d'assumer ses origines ivoiro-burkinabé et de dire à la jeunesse ivoirienne, au peuple ivoirien, qu'il n'est pas venu offrir ses origines au peuple ivoirien, mais qualifier
ayant toutes les aptitudes pour offrir la prospérité partagée à la Côte d'Ivoire, voilà ce qui sous-tendait son engagement politique. Mais nous avons réalisé que nous sommes allés peut-être un peu trop fort, ses collaborateurs ayant certainement réalisé que cela pourrait peut-être leur porter préjudice, ils ont annulé la rencontre. Et aujourd'hui, nous sommes désolés. Nous sommes peinés de constater que ce grand technocrate a annoncé à plusieurs reprises, aussi bien en Côte d'Ivoire par ses propres partisans et même par ses alliés, comme l'homme qu'il fallait à la Côte d'Ivoire, lorsque nous voyons le niveau de surendettement de notre pays, la dégradation des infrastructures qu'on appelle biodégradables. Nous sommes peinés. Nous n'allons pas aujourd'hui aller dans les détails, mais nous allons réserver ce volet de nos interventions à une autre émission. On ne sait pas que cette politique de paternalisme a plongé le peuple ivoirien dans une forme de dépendance quasi totale. Paternalisé. Je vous ai parlé tout à l'heure d'Houphouët-Boigny, sa gouvernance. Houphouët était comme un chef de village, un papa pour les Ivoiriens. Et on l'appelait même le vieux sage d'Afrique. Il y a eu beaucoup de néologismes. Houphouët-Boigny a gouverné la Côte d'Ivoire en disant aux Ivoiriens qu'ils étaient les plus heureux sur terre. Les Ivoiriens n'ont pas été formés à l'entrepreneuriat. La bureaucratie a constitué l'essentiel de la vie des Ivoiriens. Dans cette assistance constante, permanente, assurée par le premier citoyen du pays, qui n'apprend pas ses enfants à pêcher, mais qui passe son temps à leur donner du poisson ou des petits morceaux de poisson, la maturité prendra du temps. Voilà pourquoi 30 ans après la mort d'Houphouët-Boigny, certains continuent de le pleurer. Pourquoi? Parce que le peuple ivoirien n'a jamais été réellement éprouvé. C'est d'ailleurs une bonne chose, car qu'est-ce que cherche tout peuple? C'est d'avoir un gouvernant qui se soucie de son bien-être, de son bonheur, et c'est à ça que tout le monde a cru sous Houphouët-Boigny. Mais la vie ne s'arrête pas là. Notre père Houphouët est décédé depuis 27 ans, depuis 1993. C'est toute une génération qui est passée depuis qu'il est parti. Et c'est ce paternalisme auquel il nous a habitués. Et ceux qui lui ont succédé, ses opposants d'hier, tout comme ses héritiers, ceux qui se battent pour son héritage, veulent continuer à maintenir le peuple ivoirien dans le même paternalisme trompeur. Les Ivoiriens ne sont pas suffisamment préparés à affronter les défis de leur monde, de leur temps, la mondialisation. Nous sommes aujourd'hui dans un environnement qu'on appelle le Global Village, le village planétaire. C'est le plus fort car la lutte est devenue impitoyable. Il faut donc que les Ivoiriens sortent de cet esprit d'éternel assisté, d'enfants gâtés, pour pouvoir se doter de leaders qui leur disent la vérité, qui leur disent la vérité. Nous sommes tellement élevés, nous avons été nourris au biberon du mensonge, de la manipulation, de la facilité, qu'on continue de nous tromper. Et nous croyons que notre pays peut connaître un développement à travers le même biberonisme. Il faut que cela s'arrête. Le mensonge, l'impunité, la corruption. Il faut que cet art de notre société prenne fin. Et qu'est-ce que vous avez à dire
à Ouattara, si vous en avez l'opportunité, à Gbagbo, à Bédié, à Soro, à Blé Goudé, surtout ces acteurs majeurs de la politique ivoirienne? Si nous avions un message à adresser aux leaders que vous venez de citer, c'est qu'ils s'interrogent. Et la question qu'ils doivent se poser, ai-je fait, bien fait, ce que j'avais à faire? Ont-ils réellement fait ce qu'ils avaient à faire pour que la Côte d'Ivoire soit heureuse? À notre niveau, nous disons non. Et c'est pourquoi nous disons, les mêmes continuent de jouer apparemment les premiers rôles parce que l'impunité leur profite. Il y a eu des dérapages en Côte d'Ivoire, de graves violations des droits de l'homme. Alassane Dramane Ouattara n'a pas engagé les procédures nécessaires pour que la Côte d'Ivoire retrouve la sécurité judiciaire. Parlons de sécurité judiciaire. À votre avis, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire, M. Dramane Ouattara, concernant cette équité de la justice dont vous parlez? Le président Alassane Dramane Ouattara, nous n'avons rien à lui apprendre. Il est suffisamment majeur, suffisamment qualifié, et il a d'ailleurs tous les appuis qu'il a eu hier, même si en interne nous avons quelques doutes. Il avait tous les leviers pour offrir à la Côte d'Ivoire l'opportunité d'être une nation démocratique. Il ne l'a pas fait. Si nous avions des conseils à lui donner tout de même, ses collaborateurs corrompus, qu'il les retrouve. Mais avant même d'en arriver là, parce que le détournement des deniers publics, nous sommes persuadés, c'est leur sport favori à eux tous. Hier, le PDCI, c'était la même corruption. Il y a eu beaucoup de scandales sur le PDCI et cela est resté impuni. Sous le président Gbagbo Laurent, il y a eu beaucoup de dérapages. Les armes qui devaient être achetées, qui n'ont jamais été achetées. L'argent des pauvres paysans café cacao qui a été détourné. Des gens ont été momentanément mis à la maca, certainement pour assurer leur sécurité physique. Mais dès que l'occasion s'est présentée, le larron l'a saisi. Il a été relâché et ils sont restés impunis. Il y a eu une rébellion sous Gbagbo Laurent, sous les refondateurs. Les responsables des graves violations des droits de l'homme de 2000 jusqu'en 2010-2011, Gbagbo Laurent n'en a jamais fait cas. Il y a des violations flagrantes des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Le président Ouattara, excusez-moi, okay. Le président Ouattara qui a succédé à Gbagbo, connaissant ce bilan discutable, mais grave, pour ne pas dire calamiteux, Ouattara avait toute la latitude pour mieux faire. Mais certainement, il avait d'autres objectifs. Je disais tout à l'heure que même les infrastructures réalisées sous Ouattara sont tellement surfacturées. Comment des routes sont faites, des investissements sont faits, des infrastructures sont réalisées, sont construites et leur durée de vie dépasse difficilement 1 à 2 ans. C'est terrible. Pourtant, le pays a été endetté. Hier, on nous appelait pays pauvre, très endetté. Les dettes ont été annulées. Mais nous avons l'impression que les gens sont venus pour pouvoir récupérer ce surplus de fonds dû au non-remboursement des dettes parce qu'il n'y avait plus de dettes à rembourser ayant été annulées. De nouvelles dettes ont été créées. Et malheureusement, cet endettement exponentiel de la Côte d'Ivoire semble compromettre dangereusement l'avenir de plusieurs générations. Et là se trouve notre inquiétude. Nous demandons au président Ouattara, il lui reste encore 5 ou 6 mois, qu'il prenne toutes les dispositions pour pouvoir corriger, rectifier le tir, qu'il livre les responsables des graves violations des droits de l'homme, de son camp, du camp de la rébellion, à la justice.
internationale, à la CPI. Mais est-ce celui qui doit les livrer ou est-ce la communauté internationale qui doit les réclamer? La communauté internationale, retenons-le tous, ne peut rien imposer à aucun pays dans le monde. Seuls ceux qui ne connaissent pas le rôle de la communauté internationale se laissent distraire. La communauté internationale ne vient qu'en appui de la politique intérieure d'un pays, mais tout en sachant que les nations évoluent en interdépendance. Donc, pour mieux s'insérer dans les échanges mondiaux, il faut tenir compte de l'existence des autres partenaires de l'ensemble global, de l'ensemble communautaire. Donc, on doit attendre de Ouattara de livrer les criminels. Le président Ouattara, pour nous, avant qu'il ne parte, il est impuissant pour poursuivre quelqu'un pour les deniers publics. Ce qui urge, c'est que ceux qui sont responsables des graves violations des droits de l'homme, Guillaume Soro, le chef rebelle, autoproclamé, pour nous, il doit être livré dans les meilleurs délais à la justice internationale pour que nous sachions qui a tué les Ivoiriens. Surtout que Gbagbo et Blé ont été relâchés. Il semble qu'ils n'ont rien fait. Nous avons notre petite idée par rapport à ça, parce que ce serait trop facile, mais c'est que le président Ouattara, c'est les résultats recherchés par le président Ouattara que la communauté internationale, du moins la CPI, lui a donné. Nous voulons une justice équitable, que tous les acteurs des graves violations des droits de l'homme soient livrés. Ceux qui sont responsables des graves détournements des deniers publics répondront une fois que la stabilité va revenir. Mais lorsque la confusion est faite, lorsque des criminels ne sont pas poursuivis pour leurs crimes de sang et qu'on prétend les poursuivre pour avoir acheté leur résidence ou leur maison avec de l'argent mal acquis, il y a problème. Ils vont utiliser ça pour dire qu'on les poursuit parce qu'ils ont des ambitions présidentielles. Eh bien non, Soro-Diom devrait être poursuivi avec ses complices pour les graves violations des droits de l'homme. L'Ouest a été dévasté en 2010-2011. Bouaké, il y a eu des tueries, tout comme à Abidjan. Si le camp Gbagbo se retrouve innocenté, qu'on nous dise qui a tué les Ivoiriens. Le président Ouattara qui livre les assassins, les suspects des assassinats à la justice. Avant votre mot de fin, nous allons revenir sur la question de la réconciliation en Côte d'Ivoire. Croyez-vous qu'elle est en bonne voie ou bien qu'elle est totalement en perte de vitesse? La réconciliation nationale n'a pas été une priorité pour le président Alassane Ouattara. Certainement que la réconciliation des Ivoiriens ne l'arrange pas. À partir de cet instant, nous disons que la réconciliation nationale doit être l'affaire de tous les Ivoiriens. Mais pour qu'elle intervienne, il faut que le peuple ivoirien, la jeunesse ivoirienne, s'engage à l'avènement d'un nouveau leadership, des hommes et des femmes qualifiés, non impliqués dans les graves violations des droits de l'homme, qui depuis des années se battent pour la paix, travaillent à mettre en place les mécanismes de démocratisation de la Côte d'Ivoire. Pour nous, le moment est venu pour faire confiance à ces leaders. Depuis des années, nous nous battons pour la paix. Nous nous battons pour que les enfants de Côte d'Ivoire s'asseyent et se parlent sans roublardise, sans tromperie, sans malhonnêteté, sans cynisme. Et quand cela va se réaliser, nous pensons que les tribus de Côte d'Ivoire, à travers les 4 points cardinaux, le nord, le sud, l'est et l'ouest, sans omettre le centre, vont se retrouver, les tribus, les peuples de ces régions vont se retrouver pour discuter de la paix. Il reste
pratiquement 6 mois à Ouattara, nous ne pensons pas qu'il ait suffisamment de temps pour régler cette question de réconciliation nationale. Et d'ailleurs, cette réconciliation ne peut être que l'affaire d'un gouvernement de transition. Idée de gouvernement de transition que nous promouvons depuis 2003. Hier, le président Gbagbo, tous ils étaient au pouvoir. Ils n'ont pas fait prêter attention à cette proposition de diaspora et jeunesse de Côte d'Ivoire et même de l'ensemble de la société civile ivoirienne. Finalement, qu'est-ce que nous avons constaté? Le pays est allé à l'affrontement. Les populations sont installées dans la désolation. Des chefs de guerre règnent à maître absolu. Les droits de l'homme sont quotidiennement violés. Des gouvernants disent qu'ils ont gagné une guerre. Ils n'ont donc des comptes à rendre qu'à leurs partenaires, qu'à leurs amis, leurs soutiens militaires. Le peuple ivoirien est laissé pour compte. Nous disons, en 6 mois, le président Ouattara peut assainir la Côte d'Ivoire sur le plan judiciaire. Qu'il mette fin ou qu'il tente, qu'il engage la lutte contre l'impunité en ce qui concerne les graves violations des droits humains, les assassinats, les exécutions extrajudiciaires et quand la transition qui va suivre l'expiration de son pouvoir le 31 octobre 2020 va se mettre en place, la question de la réconciliation sera adressée en profondeur pour pouvoir rapprocher toutes les populations sans exclusion. Qu'est-ce que vous avez à dire à la communauté internationale, surtout à la France, si jamais vous arrivez de pouvoir travailler avec elle? Nous lui demanderons à la France de s'abstenir, de s'immiscer dans le choix des gouvernants de la Côte d'Ivoire, car nous sommes censés être une nation souveraine. Le principe de souveraineté doit être respecté. Et surtout, qu'elle n'essaie pas de nous imposer un autre nègre de maison. Après 60 ans, l'Afrique, la Côte d'Ivoire en particulier, est suffisamment mature pour se doter de leaders capables de négocier au mieux ses intérêts, de rentrer en discussion avec les partenaires au développement sans animosité. Sans animosité aucune. Il faut que cela soit retenu. Nous avons une approche mature, mais qui surtout tient compte de la notion d'interdépendance entre les nations pour pouvoir conduire notre pays, la Côte d'Ivoire, sur des lendemains qui chantent. Vous n'êtes pas vraiment, vous n'êtes pas hostile à la France? Il n'y a aucune hostilité. Je suis très francophile, c'est comme ça qu'on le dit. Pourquoi? Nous avons toujours gardé des bons rapports. Et d'ailleurs, lorsque nous étions abusivement et injustement détenus à la MACA, il y a une fois, j'étais dans ma cellule, c'est une précision importante, je pense, paix à son âme, l'un des responsables de la bourse Café Cacao, Henri Amouzou, paix à son âme, il n'est plus de ce monde, il est venu m'apporter le numéro de Jeune Afrique, dans lequel il était dit, le gouvernement français, ça c'était sous Nicolas Sarkozy, le gouvernement français demande-t-il la libération du leader de la société civile, M. Modeste Seri? Pour dire quoi? Que nous sommes un homme ouvert à la discussion, ouvert au partenariat, mais un partenariat gagnant-gagnant. L'Afrique, les enfants d'Afrique ont grandi et ils ont été dans des instituts, dans les écoles, dans des universités où vont les dirigeants de l'Occident. Nous nous sommes côtoyés, qu'ils nous fassent confiance, qu'ils ne continuent pas d'appuyer nos pères, eux qui hier ont subi les affres
de la colonisation, ou même je dirais de l'esclavage. Lorsqu'ils soutiennent des gens dépassés, la jeunesse va continuer à se rebeller et il y aura comme si les Africains étaient hostiles, étaient anti-français. Mais il n'y a aucun Africain anti-français en Afrique, en Côte d'Ivoire. Nous sommes hostiles à la politique france-africaine qui pénalise nos populations, notre jeunesse et qui fait que nous ne pouvons pas ni soigner, ni loger, ni éduquer nos populations. Encore moins les nourrir convenablement. Et à cause de cette corruption galopante, la misère côtoie notre vie. Nous voulons y mettre fin. Et croyez-vous réellement que le peuple de la Côte d'Ivoire soit vraiment pauvre? Croyez-vous réellement que la pauvreté sévit en milieu rural, tant même que aussi dans le milieu citadin? Vous savez, aucun peuple n'est pauvre dans ce monde. L'intelligence humaine donne la possibilité à l'homme de faire face aux défis de son temps et de son environnement. C'est vrai, on peut vivre dans un environnement hostile, mais lorsqu'on est doté de capacités à comprendre et à dompter cet environnement, on finit par s'enrichir. Pour en venir à la Côte d'Ivoire, non. La Côte d'Ivoire, encore moins l'Afrique. Aucun État d'Afrique n'est pauvre. Nous avons les richesses nécessaires à une vie digne en Côte d'Ivoire, en Afrique. Nous avons un problème de leadership en Afrique. Nous avons un problème d'éducation. Nos populations n'étant pas éduquées, les ressources sont mal exploitées, les bénéfices, les retombées de ces ressources sont mal repartis, souvent détournés, et à la fin, les richesses n'arrivant pas à destination aux populations, la pauvreté est partout présente. Et on présente l'Afrique comme le berceau de la pauvreté. Non, l'Afrique est la mère nourricière du monde. Pour le banquier que vous êtes appelé dans votre mot de fin, croyez-vous que vous avez une solution, que vous êtes une solution pour la Côte d'Ivoire? Une solution pour la Côte d'Ivoire. Je pense que cette question, en ce temps précis, me semble encore prématurée. Nous adressons aujourd'hui la question d'instabilité de notre pays. C'est vrai, nous avons extrapolé par moments, compte tenu de vos questions, mais nous avons un objectif de réconciliation de nos concitoyens. Lorsque les Ivoiriens nous auront écoutés, lorsque le peuple ivoirien aura compris que les élections ne sont pas la solution à leurs problèmes, mais qu'il faille mettre en place une transition aux mains d'Ivoiriens et d'Ivoiriennes qualifiés, non impliqués dans les graves violations des droits de l'homme, des personnes réellement patriotes, mais qui tiennent compte du fait que la Côte d'Ivoire doit continuer à coopérer avec les autres États de ce monde. À partir de cet instant, nous pourrons dire aux Ivoiriens ce dont nous rêvons. Il est donc un peu trop prématuré pour répondre à votre question. Et croyez-vous que vous aurez l'opportunité de travailler avec Ouattara si c'était possible? La Côte d'Ivoire n'est la propriété exclusive des personnes. Je suis en exil au Ghana. Pourquoi? J'y reviens. Parce que je pense qu'au début, je n'y avais pas clairement répondu. La Côte d'Ivoire, depuis des années, nous faisions la promotion de la paix. Nous disions aux uns aux autres que s'il y a élection sans désarmement, il risque d'avoir affrontement généralisé. Sous les menaces de mort, nous sommes passés par la Mecque, nous avons appris beaucoup de choses. Nous avons entendu aussi certaines choses. Je ne pouvais pas continuer à demeurer sur le sol ivoirien. J'étais donc venu le 25 octobre 2010 au Ghana pour juste 1 ou 2 mois.
le temps que Gbagbo, Bédié, Ouattara finissent avec leur mise en scène démocratique. Mais que je savais risquer, car l'environnement était vicié, sans désarmement, à l'issue d'une rébellion qui a rendu certains éligibles par la force, la Côte d'Ivoire allait droit dans le mur. Ne pouvant donc pas rester dans un environnement que moi-même j'ai dénoncé, risqué, je me suis mis à l'écart pour juste 1 à 2 mois. Je suis au Ghana. J'apprends qu'à l'issue des élections, il y a 2 vainqueurs pour un seul fauteuil. La guerre s'en est suivie avec tout son cortège. Certains appelaient celui à qui le régime de la rébellion et de la refondation que j'ai appelé et que j'appelle Refondabellion, je me suis tenu à l'écart. Le camp adverse à Gbagbo a dû appeler Ibrahim à la rescousse. C'est lui qu'on m'accusait d'être associé avec. Certainement que Gbagbo a tenté de discuter avec lui par l'entremise de ses conseillers. Donc, Moïse, son conseiller spirituel, Ibrahim est tué. Il y a aujourd'hui des plaintes en France contre certains parmi ceux qui l'ont tué. Je ne pouvais donc retourner dans un environnement pareil face au risque d'amalgame. Surtout que le procès n'avait pas eu lieu pour que je puisse éclairer la lanterne des Ivoiriens. Seri n'a ni l'âme d'un rebelle, ni l'âme d'un assassin. Seri pense être suffisamment qualifié pour pouvoir servir pleinement son pays sans violence. Si le président Ouattara, nous devions avoir l'opportunité de travailler avec lui, mais ce serait bienvenu. Même le président Gbagbo qu'on nous accusait d'être opposé, nous avons contribué à son arrivée. Il ne nous a jamais rien demandé. Mais pour notre pays, nous sommes prêts à aller faire le travail, quelle que soit la nature de celui qui nous le demande. Mais encore faudrait-il que cette personne soit suffisamment transparente, que la sécurité soit assurée pour les uns et les autres, dans un environnement apaisé. Car pour travailler et être productif, être performant, il faut un environnement de paix. M. Seri, votre mot de fin sur le concept arc-en-ciel. Nous savons que la Côte d'Ivoire a beaucoup de fils à qui on peut donner aussi le concept arc-en-ciel. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire pour assurer tous ces enfants de la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire est un ramassis de populations, des citoyens venant d'horizons divers, d'origines diverses. Et c'est dynamique. Regardez l'exploit des États-Unis. Vous savez ce qui fait le secret des États-Unis? Lorsque vous êtes étranger, vous y arrivez et que vous êtes très qualifié, ils vous octroient la nationalité pour servir leur nation. Nous autres l'avons refusé. Ils nous ont parlé des risques du retour à la maison, compte tenu de notre approche, de la gestion de l'Afrique, qui est constamment piétinée. Mais ils n'ont pas manqué, certains, de nous dire qu'eux, ils ne profitent que d'une opportunité, que l'Afrique se retrouve aux mains des personnes elles-mêmes corrompues. L'Afrique n'est pas gérée par des Occidentaux. Elle est gérée par des Africains. Bref, la Côte d'Ivoire doit accepter ses enfants, quelles que soient leurs origines. Ce que nous retenons, cependant, c'est que les nations ont des intérêts. Elles n'ont pas d'amitié. Et lorsque nous voyons les résultats de la gouvernance de l'Ivoiro-Burkinabé Alassane Dramane Ouattara, nous sommes pour que la Côte d'Ivoire, la magistrature suprême de notre pays, revienne à un Ivoirien exclusif, un Ivoirien qui ne s'est prévalu d'aucune autre nationalité.
Car aujourd'hui en Côte d'Ivoire, nous avons le sentiment que c'est seule la promotion des Ivoiriens XYZ contre celle de ceux qui n'ont que la seule nationalité ivoirienne. Et cela est regrettable. Ouattara, le président Alassane Ouattara, nous souhaitons qu'il rectifie le tir avant son départ, car nous avons le sentiment que seul un groupe est intelligent en Côte d'Ivoire. Et cela est désespérant. Cela est désespérant lorsque nous... Je parle du tribalisme rampant à la tête de notre pays. Hier, le président Ouattara dénonçait le BAD au pouvoir. BAD qu'ils ont associé à Bété, Atié, Dida. Mais aujourd'hui, moi j'ai personnellement le sentiment que nous avons affaire au règne de l'Empire mandingue. Je n'ai rien contre les mandingues. Je suis marié à une mandingue. Mais je dis, quand on a le souci de gouverner son pays, il faut le faire en tenant compte des compétences de tous, sans exclusion. Et cela n'est pas fait. Et voilà pourquoi il y a des problèmes de réconciliation en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, merci. C'était les 52 minutes avec M. Cyril Modeste. Nous espérons que nous aurons encore une autre suite dans les jours à venir.